Le moment le plus difficile, ça a été celui de l'expulsion de plusieurs diplomates de cette ambassade. C'est le moment où j'ai été convoquée au MID et où on me l'a signifié et où j'ai dû appeler les agents parce qu'il y a évidemment une partie politique, puis il y a une partie plus humaine en ce qui concerne les agents qui doivent quitter. En plus, c'était sous 8 jours. J'avais vécu cette situation il y a 30 ans exactement. J'étais à l'époque jeune diplomate à Moscou et l'ambassadeur de l'époque avait été convoqué. Il se trouve que j'étais de permanence, c'était un samedi. On a été convoqué le soir. À l'époque, il y avait le journal télévisé qui s'appelait Vremya et il nous avait convoqués juste avant. Et donc, il y a, si je me souviens bien, 8 agents de l'ambassade qui ont été expulsés, y compris des amis. Et donc, j'ai dû leur téléphoner déjà le soir pour leur dire. Donc, j'avais le souvenir de cette période. La plus grande satisfaction, si j'accepte le fait qu'on a gagné la Coupe du Monde de football, mais là je n'y suis pour rien, je crois que c'est vraiment le choix qu'a fait le président de la République de réengager le dialogue avec Moscou. C'était quelque chose qui était déjà en cours en fait, c'est depuis Versailles, mais cela a été confirmé bien sûr à Brégançon et encore plus devant la conférence des ambassadeurs à la fin du mois d'août à Paris. Alors elle se rapproche beaucoup de celle que j'ai eue à Pékin parce que les Chinois ont adopté le modèle soviétique. Dire, nous avons deux grands empires différents, mais ce système bureaucratique, léniniste, je ne sais pas comment le qualifier, est exactement le même, c'est un décalque. Et j'avais un petit peu oublié, je dois dire, mais après Londres, où la vie diplomatique est totalement différente, parce que vous appelez les ministres au téléphone, les ministres par leur prénom, vous n'envoyez pas de note verbale pour obtenir un rendez-vous avec un ministre, soit à Downing Street, soit dans un autre ministère. Ici, pour avoir un rendez-vous avec l'administration présidentielle ou un ministre, il faut envoyer une note verbale au MID. Eh bien, c'est exactement pareil en Chine. Donc voilà, la différence, c'est ça. C'est-à-dire que les choses sont plus flexibles au Royaume-Uni. Le président de la République a été très clair et a donné des instructions à tous les hauts fonctionnaires. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de blocage. Il y a eu déjà plusieurs visites ici depuis Brégançon et la conférence des ambassadeurs. Il y a eu la rencontre des ministres de la Défense et des Affaires étrangères, qu'on appelle le 2+2. On l'appelle le CCQS, mais personne ne sait ce que ça veut dire, donc le 2+2 est plus parlant. Il était accompagné de hauts fonctionnaires. Certains d'entre eux se sont rendus ici depuis. Le directeur de politique également. Et donc, je pense que la ligne est claire aujourd'hui. Maintenant, évidemment, on attend en retour quelque chose de la Russie. Et peut-être qu'effectivement, si rien ne vient, les critiques reprendront à Paris. Mais je pense que pour le moment, on est dans une phase assez positive. Il y a eu le sommet Normandie à Paris et qui a plutôt été un succès, même s'il ne règle pas complètement le problème. Mais il y a une clause de rendez-vous et ça, c'est très important. Ça, je crois que c'est effectivement le problème majeur, parce que la France reste le premier employeur en Russie, le premier investisseur également en stock, le deuxième en flux. Donc il y a de grosses entreprises françaises, évidemment très symbolique terminal gazier à Yamal qui a été construit avec Novatec, Total, Technip, mais beaucoup d'autres entreprises
française également. Cela dit, ça a été financé par les Chinois. Il y a, bon, je ne vais pas citer toutes les entreprises françaises, mais il y a quand même beaucoup de choses. Le problème, c'est effectivement le financement quand les États-Unis non seulement émettent des obstacles, mais parfois ne le font même pas, mais il y a des incertitudes sur ce que les États-Unis pourraient faire à l'avenir, et du coup il y a une certaine frilosité des banques, ce qu'on appelle la surconformité des banques par prudence. Et donc il est important de trouver une solution, parce qu'il n'est pas admissible, comme l'a dit le ministre de l'économie, que les États-Unis décident avec qui on peut commercer, avec qui on ne peut pas commercer, où on peut investir et où on ne peut pas investir. Et donc il y a un travail qui va être fait à Paris, qui impliquera très naturellement la BPI, pour savoir si effectivement il y a un moyen de financer. Alors, tout cela dans le cadre de nos engagements au sein de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de contourner, mais nous considérons que les sanctions extraterritoriales ne sont pas légales, et donc pour pouvoir trouver des solutions de financement. Les sanctions sont assez limitées, donc il n'y a pas d'interdiction de relations à haut niveau. D'autres présidents européens sont venus, en particulier au moment du sommet de l'Arctique. Tous les présidents tous les chefs d'État ou de gouvernement des pays nordiques étaient présents à Saint-Pétersbourg, donc il n'y a aucune interdiction à cet égard. Le 2+2 n'est pas interdit non plus. En réalité, ce qui en 2014 avait été interdit ou limité, c'était des rencontres, la poursuite des rencontres régulières, comme on le dit souvent dans la diplomatie, c'était pas business as usual. Mais donc rien n'empêche le rapprochement avec la Russie. Alors cela étant, évidemment, tout cela a un sens si les relations entre l'Union européenne et la Russie peuvent se normaliser aussi. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu anormal, c'est le fait qu'il n'y ait quasiment plus de relations entre l'Union européenne et la Russie, à tel point même que les Russes disent que les relations sont plus fréquentes entre l'OTAN et la Russie qu'entre l'Union européenne et la Russie. Alors il y a aujourd'hui une nouvelle gouvernance européenne avec de nouvelles personnalités qui n'auront peut-être pas les mêmes préjugés sur la Russie. Et l'idée, en tout cas, est de réfléchir à une stratégie vis-à-vis de la Russie. Pour le moment, vous savez qu'il existe 5 principes, mais des principes, ça ne fait pas une politique ou une stratégie. Donc l'idée, c'est de réfléchir dans le cadre de l'Union européenne à une évolution des relations avec Moscou. Je crois que c'est parce qu'il y a un côté un peu émotionnel dans la relation avec la Russie aujourd'hui. Bon, à l'époque, c'était l'Union soviétique, donc on savait qu'effectivement, c'était pas un pays ennemi, mais il y avait une coopération très étroite dans absolument tous les domaines, que ce soit le contrôle des armements, que ce soit l'économie, la politique, les relations interparlementaires. Je veux dire, il n'y avait absolument aucun frein à cette relation. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu tous ces débats sur la fin de l'histoire de Fukuyama, la victoire de la démocratie. Et je pense qu'il y a eu en Occident une attente très forte qu'en fait la Russie rejoigne complètement le camp démocratique, pour ne pas dire même le camp occidental. Et donc je pense que tout ça a généré effectivement des frustrations, et l'affaire ukrainienne, à la fois annexion de la Crimée et intervention au Donbass, finalement a cristallisé tout cela. Alors, la décision concernant les visas relève de l'Union européenne. Il y avait eu des négociations juste avant l'affaire ukrainienne, et c'était presque décidé de supprimer complètement les visas entre la Russie et l'Union européenne. Bon, malheureusement,
en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire il y a eu maintien des visas. La décision de mettre en place des visas électroniques, en fait, est une décision russe. Pour le moment, il y a des zones pilotes, c'est Saint-Pétersbourg, Yekaterinbourg et Vladivostok, je crois. C'est une très bonne mesure. Et normalement, à partir de 2021, effectivement, il devrait y avoir un système de visa électronique. Je pense, si les relations s'améliorent avec l'Union européenne, on pourra peut-être le faire un jour, mais je pense que de toute façon, c'est l'intérêt de la Russie de le faire dès maintenant, parce que ça permet à des Européens, à des Français de venir facilement en Russie, de découvrir le pays qui est magnifique, pas seulement Moscou et Saint-Pétersbourg. Et c'est vrai que c'était jusque-là extrêmement difficile en raison des nombreux documents qui demandaient, et la plupart du temps, il fallait à peu près un mois pour obtenir un visa pour venir en Russie. Donc c'est un peu dissuasif. Il y a des très belles expositions à Moscou dont personne n'a jamais entendu parler à Paris. Je pense à l'exposition Quingy à la Tretiakov. Je pense que c'est un très grand peintre, c'était magnifique et c'est une très belle découverte. S'il y a une suppression des visas, les gens peuvent venir pour aller passer une soirée au Bolchoï, aller voir une exposition, aller au théâtre, et je pense que c'est dans l'intérêt de la Russie. Bien sûr, le jour où ça pourra être réciproque, tant mieux. Mais en tout cas, on ne pourra pas, nous, décider de changer le système seul. Et rien ne changerait du côté européen, sauf si les choses d'ici 2021 évoluent. Je veux dire, il y a le processus de Normandie, il y a des choses qui se passent dans ce cadre-là. C'est pour ça que la négociation avait été arrêtée. Mais encore une fois, que la Russie décide elle-même de le faire et non pas simplement au titre de la réciprocité, ou qu'elle suggère la réciprocité après, je trouve que c'est beaucoup plus intelligent que de maintenir le blocage. Le grand défi politique de la Russie, c'est le défi économique, en fait, économique et démographique. Je crois que c'est important qu'il y ait une économie plus diversifiée, non plus rentière et dépendante uniquement de l'énergie, qu'il y ait plus de liberté d'entreprendre, ce qui permettra de libérer les énergies aussi et d'améliorer le pouvoir d'achat, parce que c'est un petit peu ça la difficulté en Russie. Maintenant, les élections, nous on souhaite toujours qu'il y ait des élections équitables et dans le plein respect de l'état de droit. Il y aura des élections en 2021 et évidemment le processus sera suivi de près. En tant que touriste, oui, certainement, je serais ravie de revenir. Et puis j'ai des amis ici, et puis j'ai une passion pour la culture, pour le théâtre russe, le Bolchoï, et j'ai même pas eu le temps, j'ai dû faire une quinzaine de déplacements à Saint-Pétersbourg, et je n'ai pas eu le temps de tout voir, donc j'y retournerai très sérieusement. Je suis fascinée par la nature également dans ce pays, les grands espaces. Et puis j'ai un rêve aussi qui est de passer de Russie en Chine et de Chine en Russie par l'amour. Parce qu'il y a un pont qui a été construit et Poma est en train de construire un téléphérique. Et donc j'ai très envie de faire cette expérience-là.